Aujourd'hui, on parle de comment bâtir son autorité en ligne sans devenir influenceur. Parce que on est des dirigeants, on n'a pas forcément le temps de faire des chorés trendy. Et d'ailleurs, c'est pas du tout l'objectif. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de comment est-ce qu'on met en place nos contenus avec une vraie stratégie éditoriale, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une trame narrative, combien de posts on fait, quelle régularité est-ce qu'on met en place. L'idée, c'est que tu repartes avec un plan clair de tout ce que tu dois faire pour que tu puisses l'estimer en termes de temps. On va parler de format, on va parler de comment trouver ces sujets. Donc voilà, c'est vraiment la vidéo de valeur massive. Je veux que tu repartes avec un truc béton, que tu aies une idée vraiment limpide. Si je devais résumer en une phrase ce qui fait qu'un contenu organique fonctionne pour un dirigeant, je dirais tout simplement que c'est un contenu qui vient de lui, qui vient de toi, de ta personne, qui te ressemble, qui est pas, t'es pas en train de jouer un personnage. Après, évidemment, il y a un peu de storytelling par-dessus ça, mais faut que ça reste par petites touches. Faut pas que ce soit complètement sorti de nulle part. Faut que ça reste cohérent avec qui tu es, et surtout, faut que ça parte de toi. Il y a un exercice qu'on fait beaucoup en storytelling, c'est le voyage du héros. Cet exercice, il est pépite parce qu'il te permet en fait d'articuler ton parcours selon une logique qui fait que c'est hyper intéressant à lire, à écouter, à regarder. C'est un peu série Netflix, tu vois, ça transforme tout ce qui t'est arrivé en quelque chose de cohérent et qui se termine par « Ok, aujourd'hui, j'ai compris ça, j'ai pu évoluer là-dedans et je suis à même d'aider des gens à faire de même. » Faut faire attention parce qu'il y a une différence entre le contenu qui attire les likes et le contenu qui amène les clients. C'est pas du tout la même chose. Le contenu qui attire les likes, c'est un contenu un peu putaclic, entre guillemets. C'est un contenu qui va permettre de favoriser l'engagement, mais pas forcément les vues. Toi, tu es un dirigeant, tu veux les vues. Tu t'en fous de l'engagement. Les personnes qui like, qui commentent, etc., c'est super. Faut encourager ça, faut répondre aux commentaires, faut créer un peu de l'émulation. Déjà parce que l'algo aime et puis toi, ça te fait des retours sur ce que tu fais. C'est toujours sympa. Mais c'est vraiment les vues qui vont te permettre de lancer la machine. C'est vraiment l'indicateur à surveiller. Le reste, c'est secondaire, c'est pas prio. Donc, c'est tes vues et il faut qu'elles augmentent tout le temps. C'est comme ça, il faut qu'elles augmentent. Il faut que sur ton tableau de bord Instagram, là, tu aies la petite flèche verte à côté de ton nombre de vues. Donc moi, par exemple, je suis à 37 et il y a à côté de ce chiffre une petite flèche verte. 37 000. Hein. Donc ouais, un contenu qui attire des likes, c'est un contenu plutôt d'influenceur. Nous, c'est pas ce sur quoi on va avec mes clients, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je travaille sur de la visibilité qui crée une posture, qui crée un sérieux et qui crée une envie de travailler avec toi. Et pas qui te présente comme quelqu'un de drôle ou de fun, ou bah, pourquoi pas si ça fait partie de ta personnalité, tu vois, ou si c'est quelque chose que tu montres professionnellement, oui. Sinon, je vois pas l'intérêt. Un dirigeant qui part de zéro sur les réseaux, par quelle plateforme est-ce qu'il doit commencer? En fait, il y a beaucoup de réponses possibles, mais la seule et unique qui soit pertinente, à mon sens, c'est de commencer par toutes. Tu peux pas te dire, bah, je vais faire que Instagram, et puis après je vais faire que Facebook, puis après je vais faire que TikTok, je vais mettre à fond sur TikTok, puis je vais y aller. En fait, non. Il faut que tes prospects, tes futurs clients, ils te voient sur plusieurs plateformes. Donc, t'en choisis 2-3 et tu postes massivement sur ces 2-3-là. Et après, tu vas voir la data. C'est la data qui va déterminer quelle plateforme est-ce que tu peux choisir ou pas. Donc, si tu veux n'en choisir que, si tu veux pas les faire toutes, ne les fais pas toutes, mais n'en faire qu'une à la fois, c'est déconseillé. C'est pas ce qui va te permettre de bâtir quelque chose de solide. Il en faut plusieurs. Et tu peux changer parmi ces plusieurs. Si par exemple, tu en prends 3, tu te rends compte que tu as pris Insta, LinkedIn et TikTok, que LinkedIn, bon, c'est pas tellement pertinent pour toi, tu fais pas beaucoup de leads, bah tu changes. Tu choisis X par exemple ou tu choisis Blue Sky. X et Blue Sky, ils montent beaucoup en ce moment. X et Blue Sky, ça grimpe. Combien de contenu... à ce stade, tu te demandes peut-être... À ce stade, tu te demandes peut-être combien de contenu est-ce qu'il faut publier, à partir de quand est-ce que ça devient de la surproduction et du coup c'est inutile. J'ai envie de te dire, ça dépend encore une fois de tes datas.
Jusqu'à maintenant, Instagram avait un algorithme qui favorisait beaucoup les réels d'essai. C'est plus forcément autant vrai. Maintenant, l'algo va plutôt favoriser la diversité de tes posts. Il faut que tu aies de la publication, il faut que tu aies du carrousel, il faut que tu aies du réel. Il faut que ce soit varié et il faut que ce soit, alors pas forcément tous les jours, mais faut que ce soit, voilà, que tu aies une variété dans tes posts. C'est ça qui va te permettre que l'algo te voit en fait. Alors le jour où Instagram comptera l'engagement comme facteur de l'algo, alors oui évidemment, hein, un post avec de l'engagement, il est un petit peu poussé, mais tu peux tout à fait avoir une croissance régulière sans avoir de gros posts viraux tous les 4 matins, ça se fait très bien. J'ai déjà eu une personne en clientèle qui m'a dit bah, moi j'ai rien à dire, je fais mon métier et puis c'est tout quoi. Et j'ai trouvé ça chou parce qu'en fait on a plein de choses à dire. On a vraiment plein de choses à dire et que ce soit en termes de valeurs, que ce soit en termes de parcours, que ce soit en termes de nos réussites, nos échecs, il y a plein de choses qui peuvent inspirer, qui peuvent permettre à d'autres de se dire ok bah cette personne elle a osé, bah pourquoi pas moi, je pourrais essayer. Et puis voilà tout ce qui est process, exploration. En ce qui concerne Instagram par exemple, mais là on est dans la grande ère du test and learn, du build-in public, donc c'est-à-dire quand tu te mets un objectif et puis tu vas vers cet objectif petit à petit et tu documentes en fait ta progression. Ça cartonne. T'as par exemple une influenceuse qui a passé un accord avec son copain, qui s'est dit dès que je suis à 50 000 vues, eh ben, tu m'emmènes au Japon. Et du coup, il y a comme une espèce d'arc narratif derrière tous ces posts où on suit un petit peu l'évolution à travers ses stories et puis des fois elle en parle un peu dans certains posts. Donc on comprend l'évolution de ce truc et puis on la voit parce qu'on voit son nombre d'abonnés. Donc c'est comme un feuilleton en fait. C'est un peu l'idée. Voilà. On se demande souvent comment est-ce que je vais pouvoir construire un post qui donne envie de prendre contact avec moi mais sans avoir l'air de vendre. Alors déjà, fausse route. Non. on va pas viser le post qui donne envie de prendre contact. On va viser le post qui construit l'autorité. Puis ensuite, on va viser le post qui donne confiance. Puis ensuite, on va viser le post qui donne envie d'en savoir plus. Mais quelqu'un va pas voir un de tes posts et puis t'appeler pour travailler avec toi. C'est pas comme ça que ça marche. Dans la vraie vie, il y a aussi des étapes. Et sur les réseaux, c'est pareil. La confiance, elle se gagne petit à petit avec différents types de posts. Des posts, donc ce qu'on appelle tofu, mofu et bofu, donc des posts où tu crées la curiosité. Donc c'est ce qu'on appelle les posts tofu, donc top of the funnel. Donc ton funnel, c'est vraiment le parcours de tes clients. Puis tu as les posts mofu, où tu attises un petit peu cette curiosité et puis tu vas bâtir de la confiance. Puis tu as les posts bofu qui sont le bottom of the funnel, donc top, middle et bottom. Et en post bofu, en fait, tu vas créer la conversion. Donc, tu vas proposer, par exemple, une ressource gratuite qui va mener vers le fait que la personne te laisse son mail, puis tu pourras lui envoyer des mails. Et dans les mails seulement, tu vas lui proposer de prendre rendez-vous avec toi dans un petit PS de fin. Et elle le fera de manière à se sentir... elle le fera quand elle sera prête, en fait. Et ça peut prendre longtemps. Ça peut prendre longtemps. C'est pour ça qu'il faut vraiment tenir sur la durée. Alors, note bien tout ça, parce que ça, c'est pépite. Je te parlais de storytelling tout à l'heure. Le storytelling, ça peut t'aider à faire ça. Ça peut t'aider à créer des posts tofu, voire mofu. En fait, un bon storytelling, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà... Pardon, j'ai mis ma main sur le micro. Un bon storytelling, il y a plusieurs étapes. Déjà, tu vas poser une situation initiale. Une situation où il y avait un premier équilibre. Et puis, cet équilibre est rompu. Puis ensuite, tu vas vivre ce qu'on appelle une traversée du désert. Tu vas faire vivre une traversée du désert au protagoniste. Et puis, durant cette traversée du désert, il t'arrive des trucs, etc. Donc dans Star Wars, Luke Skywalker, il va de planète en planète, il affronte des ennemis, etc. C'est la même trame. C'est Voyage du héros. Tu as une situation initiale peaceful, puis tu as un événement perturbateur, puis tu as une traversée du désert avec des péripéties. Puis le héros, c'est le moment où ça va de plus en plus mal, c'est de plus en plus dur pour lui, jusqu'à ce qu'il y ait un point de compréhension, un turning point, un moment où le héros il va capter quelque chose qui va lui permettre de transcender ses difficultés. Et c'est à partir de là seulement qu'il va voir les choses différemment et que petit à petit, la situation, elle va commencer à remonter tout doucement.
Et puis le Graal, ce sera quand il retournera là où il était avant, et puis il montrera que voilà, il a réussi, c'est un peu le retour au pays, tu vois. Et si tu regardes dans les posts Instagram storytelling qui marchent bien, t'as tout le temps cette trame. Mais je rigole pas, hein. C'est tout le temps celle-là. Elle marche super bien parce qu'on a l'habitude en fait. On a l'habitude, nous occidentaux, d'avoir des histoires qui sont bâties sur cette trame-là. C'est une trame qui est toujours la même au cinéma, c'est celle-là, voilà. Et c'est une trame qui fonctionne très très bien. Si tu as envie de bâtir quelque chose d'un peu raconté, qui tient ton audience en haleine et qui te donne envie de te connaître, qui fait se sentir plus proche de toi. Donc c'est évidemment un petit peu romancé, on n'en rajoute pas trop, mais on en rajoute un petit peu. Et c'est le jeu aussi, ça te permet de créer quelque chose qui favorise le lien et qui soit pas chiant à lire, quoi, tout simplement. Et pour autant, ça veut pas dire raconter sa vie privée, vu que comme tu romances un petit peu les choses, tu dis ce que tu veux et puis tu gardes pour toi ce que tu veux. Et je te parle du storytelling parce que c'est vraiment le type de contenu qui m'a vu générer le plus de prospects, qui m'a permis de conclure le plus de contrats, de signer le plus, de facturer le plus. Puisqu'au total des totaux, c'est quand même ça l'objectif, même si on s'amuse bien. C'est quand même l'idée derrière. Quand j'ai un dirigeant qui vient me voir et qui me dit « j'aime pas me montrer en vidéo, j'ai pas envie de montrer... j'ai pas envie de montrer ma tête, c'est pas un truc qui me passionne, ça m'emmerde de faire des face cam, etc. » Je dis d'accord, ok, écoute, on peut faire du podcast, on peut faire du SEO, il y a plein de choses possibles. Sache que néanmoins, tu laisses de l'argent sur la table parce que la vidéo actuellement, c'est ce qui convertit le plus. C'est ce qui permet d'entendre et ta voix et ta face, de montrer ta face, de montrer comment tu bouges. C'est ce qui se rapproche le plus d'une poignée de main dans la vie réelle, tu vois, parce que j'imagine que tu es comme moi, tu vas difficilement acheter quelque chose à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est ainsi. Si tu ne veux pas te montrer, des photos, c'est déjà bien. Faire des lives éventuellement à d'autres moments avec une petite communauté fermée, des gens de confiance, ça peut être une option aussi. J'ai des dirigeants qui choisissent l'option, moi je vais écrire un livre. Alors le livre c'est bien pour poser l'autorité, mais je pense que si tu multiplies livre plus vidéo, là tu pètes tout. Moi, quand je construis une ligne éditoriale pour un dirigeant, quand je fais un peu une planification de tournage, une planification de poste, etc. pour un dirigeant avec qui je vais créer des contenus pour lui, en général, je commence par déjà avoir une grande conversation avec lui ou avec elle sur de quoi est-ce que la personne a envie de parler. Qu'est-ce qui est important pour elle dans son travail? Avec qui est-ce qu'elle veut bosser? Avec qui est-ce qu'elle veut pas bosser? Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Quels ont été ses succès, ses galères? Combien de chiffres d'affaires elle fait aussi. Il y a également quel type de produit elle vend, quelle est l'offre sur laquelle elle veut mettre le paquet. Et puis on voit vraiment, en général on choisit l'offre qui marche le mieux et on la pousse pour après donner de la visibilité au reste. Mais ça reste quelque chose de préparé. Il y a vraiment une grosse préparation en amont avec cette discussion de « Ok, qu'est-ce que tu veux faire? De quoi tu as envie ?» Et à partir de là, on réfléchit et moi ensuite je fournis un plan de tournage complet. En général, il y a une dizaine de vidéos dedans, ce qui nous fait tenir pour l'année, quoi. En général, il y a une dizaine de vidéos dedans, ce qui équivaut à 3-4 mois. Alors, j'ai des fois une question qui revient, c'est mais comment je peux être authentique sans exposer... comment je peux être authentique, entre guillemets, sans exposer ma vie privée, ma famille, etc. Bonne nouvelle, t'as pas besoin de le faire si t'en as pas envie, en fait. Faut rester, faut que ce soit fun, tu vois, faut que tu puisses t'amuser avec ta création de contenu. Si toi ça te passionne pas de montrer ce que tu as mangé à midi, le fais pas. Je sais pas, moi j'aime bien les plantes, je partage souvent des trucs sur comment vont mes plantes. Ça m'amuse et puis j'aime bien. J'ai un amoureux qui cuisine pour moi, je partage souvent des plats qu'il me prépare. Parce que pareil, parce que ça me fait kiffer, quoi. C'est vraiment, faut trouver toi ce qui te plaît et comment est-ce que tu l'articules dans des contenus pour pouvoir créer une sorte de petit feuilleton comme ça qui va créer un suivi sur ta création de contenu. Quand un dirigeant me dit est-ce que c'est mieux LinkedIn ou Instagram? Je dis les deux. En fait, il faut vraiment que, comme je le disais, on en revient toujours à ça, c'est la data qui va décider. Tu fais 10 posts sur l'un, tu fais 10 posts sur l'autre,
Puis tu vois. Et encore une fois, ne te contente pas que d'un seul. Parce qu'un seul réseau ne suffit pas. Il faut plusieurs canaux pour créer la confiance avec ton futur client. On me demande parfois si mettre de la newsletter dans son système d'acquisition, c'est pertinent. Oui, c'est pertinent si effectivement ça va avec tes bases d'acquisition, si ça va avec ta création de contenu, si ça va avec voilà, ta base de visibilité, ta base de nurturing, ça peut être une très bonne base de nurturing, la newsletter. Si tu as derrière une offre claire et que tu peux délivrer sans rougir et qu'elle est prête, quoi, que tu as de quoi la délivrer, et si tu as ta base de vente qui te permet... Et la newsletter, alors on la met où? La newsletter, c'est ta base de nurturing. En fait, il faut que tu aies une base de contenu pour ta visibilité. Puis, il faut que tu aies une base d'opt-in, une base d'opt-in où tu donnes des petits produits et puis les gens s'abonnent. Et puis, du coup, tu peux envoyer de la newsletter. Ce qui va te permettre de nurturer, donc de nourrir ta relation, de donner des choses, de donner, en général, on donne des conseils, on donne du gratuit, on donne des expériences, on partage via newsletter. Et ta newsletter, elle conduit ensuite les gens à prendre un rendez-vous avec toi. Puis il y a un petit lien que tu mets dans la partie PS par exemple. Et enfin, ce rendez-vous se conclut sur ton appel de vente. Est-ce que la newsletter c'est pertinent dans une base d'acquisition? Alors oui, mais pas tout seul. Ta newsletter en fait, elle vient après ton contenu. Elle s'insère après ton contenu et elle te permet de continuer la relation sur un autre médium qui est qui crée plus de proximité, hein, puisque c'est un mail, c'est personnel, c'est pas juste des trucs que tout le monde peut voir en scrollant, d'accord? Donc on est un cran plus loin dans la confiance avec le prospect. On est aussi un cran plus loin dans toi, ce que tu peux proposer. Tu peux faire des newsletters qui sont très longues. Nina Ramen par exemple, elle met 3 heures à écrire chaque newsletter et franchement je la crois parce que ces newsletters sont très longues, très fournies et hyper quali. Cependant, il faut savoir que la newsletter ne se suffit pas en soi. C'est pas quelque chose qui va te permettre seul d'avoir des clients. Ça marche pas comme ça. En termes de métriques, si je devais te donner un seul chiffre à surveiller, c'est vraiment les vues. C'est vraiment combien est-ce que tu fais de vues sur tel réseau et faire un ratio avec ton nombre de leads et ton nombre de ventes. Parce que c'est ce qui va te permettre de voir l'efficacité de tes réseaux, de chaque réseau pour ton marché, pour tes prospects, pour tes clients. Et c'est ce qui va te permettre d'arbitrer ensuite. Est-ce que je reste sur ce réseau-là ou est-ce que celui-là, je l'éteins petit à petit parce qu'il ne me rapporte rien et voilà, où est-ce que je mets mon énergie en fait. En termes de métriques, à laisser tomber complètement, je dirais les abonnés, on s'en fiche. Les j'aime, on s'en fiche. Les commentaires, on s'en fiche un peu, même si ça permet à l'algo de te pousser encore plus, donc c'est secondaire, c'est pas prio. Les sauvegardes, alors les sauvegardes permettent de bien pousser l'algo, mais encore une fois, voilà, c'est pas ce qui va te rapporter des clients. Les trucs qui vont te permettre de pousser un peu l'algo et te rapporter des clients, c'est les sauvegardes et les commentaires. Donc ça va te permettre, ça va te permettre d'aller un cran plus loin, donc que l'algo pousse un petit peu tes contenus pour qu'ils soient vus par plus de gens. Mais in fine, voilà, c'est vraiment les vues qui restent ton point le plus important à surveiller et ton objectif numéro 1 en termes d'efficacité et de ce que tu dois pousser, de ce que tu dois favoriser. Donc maintenant, tu te demandes probablement combien de temps ça prend. C'est super, j'ai mis en place toutes mes bases, je poste plein de trucs, j'ai une newsletter, je prends des rendez-vous, les gens me demandent des appels, etc. Mais je vends pas encore, ou voire j'ai pas encore de rendez-vous. Ça peut être long. Ça peut être long, mais ça finit toujours par marcher. Donc, perds pas espoir, fais-toi accompagner si tu as besoin de quelqu'un qui te pousse un peu, qui te rassure, etc. Mais ça peut être très long, ça peut prendre, le minimum c'est 1 mois, et le maximum c'est peut-être 1 an et demi, tu vois. Ça peut aller jusque là. Faut quand même être prêt à ce que ce soit un peu long. Surtout si tu débutes. Si tu débutes et que tu le fais tout seul, oui, tu peux prendre 1 an et demi, 2 ans, voire 2 ans et demi, voire plus en fait. Si t'as pas quelqu'un en fait qui te permet de prendre des raccourcis et qui te guide un petit peu sur ce que tu pourrais faire, ce que tu devrais lâcher, ce que tu devrais prioriser, si t'as pas cette priorisation, cette stratégie, ça peut être très très long. Voilà. Mais ça peut être très très court, tu peux très bien y arriver tout seul et que ce soit très très court, je dis pas, hein.
Simplement, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, qui a déjà fait un certain nombre d'erreurs, ça te permet d'éviter de les faire aussi. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant d'atteindre le point de bascule, en fait, leur seuil de rentabilité avec le contenu, en termes d'énergie investie, en termes de temps investi, en termes de moyens investis, puisqu'on peut, voilà, moi, par exemple, j'ai la Meta Verified, là, ça coûte 17 € par mois. C'est un budget, mais c'est un budget que je mets parce que c'est rentable pour moi. Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça va être rentable à un moment. Maintenant, c'est toi et tes nerfs, en fait. Jusqu'où est-ce que tu es prêt ou prête à aller pour que ça fonctionne, et combien de temps est-ce que tu es prêt ou prête à mettre, et ouais, est-ce qu'il y a des moments où tu vas risquer de craquer? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu auras envie de tout envoyer balader? Oui. Mais ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup, faut continuer, et tant que tu n'arrêtes pas, tu n'as pas perdu. Qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant tient dans la durée, ou qu'est-ce qui fait qu'il arrête au bout de 2 mois? Je dirais que c'est vraiment la discipline, le fait d'avoir une vision qui te donne envie, un objectif clair et des routines. Voilà, c'est comme le sport, il faut que tu t'alimentes bien, que tu donnes à manger à ton cerveau pour qu'il soit motivé, que tu t'entraînes, que tu aies des routines, et puis que tu te reposes aussi, que tu aies des moments où tu peux décompresser. Voilà. Et ça demande de l'organisation. Je pense que vraiment le fait de poster régulièrement, c'est extrêmement sous-coté. Poster régulièrement sur les réseaux, parce que voilà, j'en avais déjà parlé, mais en fait, quand tu prends un panneau publicitaire 4x3 et que tu fais ta pub dessus, tu vas toucher quoi, 1000, 2000 personnes. Les réseaux sociaux, tu peux toucher 1000, 2000 personnes tous les jours pendant un temps vraiment très très grand, un temps infini. C'est une fenêtre sur le monde, et puis ça coûte rien en fait. Ça ne coûte rien. En termes de, voilà, après tu peux, je disais tout à l'heure, tu peux pimper un peu ton profil quand ça devient rentable. Mais au départ, c'est investissement zéro. Donc qu'est-ce qu'on attend en fait? Aujourd'hui, avec l'IA, il y a un vrai enjeu, ça je pense qu'il faut en parler. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a un vrai enjeu c'est le moment en fait. On va arriver à un point de bascule où il va y avoir de plus en plus de contenu IA, où il va y avoir de plus en plus de contenus qui ne sont pas créés par de vraies personnes, et ces contenus vont devenir de plus en plus difficiles à appréhender. On va avoir de plus en plus de mal à distinguer qu'est-ce qu'un contenu IA d'un contenu non IA. Donc tous les contenus qui auraient été faits avant ce point de bascule, on sera sûr qu'ils seront vrais. Ceux d'après, on ne saura pas. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir son autorité en ligne, et aujourd'hui qu'il faut commencer à se montrer, faire du contenu. Voilà, si t'attendais le moment, c'est maintenant, quoi, vraiment. C'est le bon moment. Considère que l'IA, c'est ton motivateur, c'est ton point d'ancrage, parce que c'est ce qui va faire que plus tard, un dirigeant qui voudra se montrer après l'ère où ce fameux moment où on ne pourra plus distinguer le faux du vrai, et d'ailleurs ça commence à arriver pour certains, voilà. Il y a des générations qui sont en PLS avec l'IA, on va pas se mentir, moi mes parents, c'est très compliqué, ça commence à devenir très compliqué pour distinguer un truc IA d'un truc non IA.